Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Entre deux traites. Merci de nous avoir choisis pour passer un bon moment avec nous. Je m'appelle Alain Lemieux et puis en tant qu'animateur de ce podcast, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. J'aime beaucoup le nouveau défi qui est d'animer une émission. N'ayant à la base aucune expérience dans le domaine, je remercie les organisateurs du podcast d'avoir cru en moi et c'est un plaisir à chaque émission d'approfondir un nouveau sujet qui touche la production laitière et par le fait même faire grandir mes connaissances et la vôtre. Aujourd'hui, à Entre deux traites, on parle d'un sujet d'actualité. La grippe aviaire H5N1 circule depuis un bon moment en Amérique du Nord. Les experts surveillent de près l'évolution de cette souche qui infecte de nombreux mammifères, incluant les vaches. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? On va tenter ensemble d'avoir des réponses à nos questions. J'en ai beaucoup à poser à notre invité. Donc, je vous la présente tout de suite après la pause. Aujourd'hui, donc, on va parler d'influenza aviaire hautement pathogène H5N1, qu'on appelle IAHP pour faire plus court. Aux États-Unis, les premiers cas chez les vaches ont été détectés au Texas début février 2024, donc ça fait un an déjà. Je suis certain que vous avez tous beaucoup de questions. Moi, j'en ai. Et puis, pour répondre justement à toutes nos interrogations vis-à-vis la grippe aviaire, nous avons une invitée vraiment très qualifiée dans le domaine. Notre invitée est vétérinaire et gestionnaire national des programmes sur les ruminants et porcs à la direction de la santé des animaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Dr Geneviève Toupin. Bienvenue, Madame Toupin. Bonjour Alain, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Eh bien, le plaisir est partagé. Donc, en premier lieu, question de bien informer nos auditeurs, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est la grippe aviaire. Je me rappelle dans le passé qu'il y a eu, on en a déjà entendu parler dans les informations, les nouvelles, et puis là, on a comme un retour à l'actualité. Est-ce que c'est le même virus qu'il y a quelques années ou c'est une sorte de variant? Très bonne question, Alain. En fait, si on veut faire ça simple, le virus de l'influenza, il se sépare en différentes lettres pour commencer. ABCD, c'est vraiment ABCD. Et puis là, on parle de l'influenza A qui affecte principalement les oiseaux et peut aussi affecter les humains. Et puis, cette influenza A-là se sépare ensuite en différents H et en différents N, qui sont des portions de son gène. Et c'est ce qui va le rendre, parfois plus virulent, donc va créer plus de symptômes ou va être plus facile à transmettre d'un individu à un autre. Puis j'inclus là-dedans la grippe humaine parce qu'elle fait partie aussi de cette influenza-là. Oui. Pour ce qui est de l'influenza aviaire lui-même, ça fait des dizaines d'années qu'il circule à travers le monde, mais justement, l'influenza, c'est un virus, je suis pas virologiste, là, mais c'est un virus qui aime changer, qui aime se combiner à d'autres virus similaires à lui, puis en créer un nouveau. Donc, par sa nature, c'est ça qu'il fait. Donc, il évolue. Il évolue énormément et peut évoluer quand même rapidement. Et c'est ce qu'il a fait au cours des décennies. Donc, souvent, les nouveaux vont partir plus d'Asie. Mais donc, au Canada, la première fois où on a eu de l'influenza aviaire dans nos troupeaux de volailles, c'est en 2004. C'est la première fois où ça l'a entré au Canada. Puis ensuite, on a eu des épisodes à peu près aux 4 à 7 ans, je dirais, là, qu'on avait une flambée. Souvent dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique parce que, évidemment, ce virus-là, il est transporté par les oiseaux migrateurs. Donc, à chaque fois que les oiseaux montent du sud au nord ou descendent du nord au sud, là, à l'automne et au printemps, ils vont s'arrêter dans les champs, dans les étangs, puis c'est là où est-ce qu'ils contaminent l'environnement, puis que ça peut éventuellement contaminer nos troupeaux de volailles et
rendre nos oiseaux malades et exiger des interventions. Pour ce qui est du H5N1, celui-là, il cause un problème mondialement, puis au Canada, ça fait depuis décembre 2021 qu'on l'a. Encore là, on vit avec les vagues. Donc là, on est en train de terminer notre 6e vague d'influenza aviaire hautement pathogène dans la volaille. Ce qui est particulier cette fois-ci, c'est qu'aux États-Unis, à l'hiver dernier, eh bien là, il y a eu une mutation dans ce virus-là qui a fait que ça s'est mis à infecter les vaches laitières là-bas. Et non seulement l'introduction est arrivée avec une vache par un oiseau, mais après ça, ben ça a pu se transmettre de vache en vache. Donc, ce qui circule aux États-Unis, c'est un variant la petite modification génétique qui fait qu'il infecte les vaches, c'est ce qu'on appelle le B3.13. C'est celui-là présentement qui circule là-bas. On l'a pas au Canada encore. Fait qu'on a d'autres variants qui sont encore dans notre volaille, mais pas dans notre cheptel bovin laitier. OK. Donc, c'est la première fois qu'on observe la grippe aviaire chez des bovins. Absolument. On avait vu de façon sporadique l'infection chez d'autres mammifères, mais des mammifères sauvages principalement. Généralement, c'est des carnivores qui mangeaient des oiseaux malades ou morts, des oiseaux sauvages qui étaient porteurs du virus. Et puis, on a vu des décès de ces animaux-là à cause de ça. Il y a aussi d'autres animaux comme, par exemple, des mammifères marins, marins, pas comme les baleines, là, mais plus comme les phoques ou des choses comme ça, qui, étant donné la proximité avec des oiseaux sauvages, ont également été infectés. Mais dans la vache, c'est vraiment la première fois qu'on voyait ça là au printemps dernier. OK. Vous me disiez justement que vous l'avez peut-être observé au niveau des animaux sauvages. Mettons, si je transpose ça à ma réalité de producteur laitier, mon vétérinaire me dit souvent que plus la pression d'infection est élevée, plus le virus peut se développer. Donc, du côté des animaux sauvages, on les sait justement dans la nature, donc un taux de population au kilomètre carré plus faible que dans une étable. Donc, j'imagine que si, mettons, un animal sauvage développe la grippe aviaire, ça n'aura pas trop de répercussions par rapport à un troupeau. Vous voulez dire un mammifère sauvage? Oui, pardon. Okay. Ben, effectivement, comme je disais, c'était des cas sporadiques, hein. Fait que c'est vraiment un animal qui a mangé un oiseau sauvage puis qui en est décédé. Et puis, le virus avait pas encore acquis la capacité d'être transmis de mammifère en mammifère. Fait que ce fameux mammifère sauvage-là qui attrape le virus dans l'environnement ou en mangeant un oiseau, il est malade, soit qu'il décède ou bien il récupère, mais généralement il décède. Et puis là, non, il est pas capable de le transmettre parce que le virus, il a pas cette capacité-là. C'est comme si l'hôte définitif, donc l'animal que le virus aime, c'est la volaille, c'est les oiseaux. Puis là, il se retrouve de façon comme surprise, je suis dans un mammifère, fait que je fais des dégâts, mais je suis pas capable d'aller transmettre à un autre mammifère parce que ça se fait pas. Mais là, on l'a vu dans la vache, puis c'est ça qui est un petit peu là inquiétant, c'est qu'on se dit, surtout la santé publique humaine sont inquiets parce que là, si ce virus-là qui a acquis la possibilité de se transmettre d'un mammifère à l'autre se fait mélanger avec un virus de grippe humaine, là, on pourrait se ramasser avec un virus qui est effectivement hautement pathogène, puis que là, il se transmet d'humain à humain. Fait que c'est toujours la crainte qui... l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc, c'est ça, c'est par rapport à ce que le virus va rencontrer dans telle situation, il peut évoluer. Il peut évoluer, effectivement. Puis on ne sait pas comment est-ce qu'il va décider d'évoluer. OK. Écoutez, Geneviève, c'est sûr que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, je suis sûr que de votre côté, vous n'avez pas toute la journée. Donc, je vais y aller en une séquence de questions à rafale. On va répondre rapidement pour être capable de passer au travers de toutes les questions et aussi pouvoir informer nos auditeurs sur les questions. Et puis, c'est ça, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup de questions. Donc, on va y aller.
C'est quoi les symptômes, les signes de l'IAHP chez les vaches laitières? OK. Très bonne question. Go. C'est pas compliqué, c'est une grippe. Hein? Fait que la grippe passe chez vous dans la famille, tout le monde est malade. C'est un petit peu la même chose chez les vaches présentement. Donc, c'est vraiment pas une série de signes aussi graves que les oiseaux. Alors, on va avoir des vaches qui, premièrement, vont arrêter de manger, donc vont arrêter de ruminer, boivent plus. Ça amène de la déshydratation. Avec la déshydratation, qu'est-ce qui se passe? Ben là, la production laitière chute. Puis c'est vraiment le signe qui habituellement est le plus flagrant, c'est qu'il y a une baisse importante et drastique de la production laitière. Puis il y a aussi certains animaux qui vont avoir des signes cliniques plus classiques de rhume-grippe, c'est-à-dire écoulement nasal. Mais c'est vraiment un virus qui aime la glande mammaire, donc c'est la production laitière qui souffre le plus. D'accord. Est-ce que toutes les vaches contaminées tombent malades? Heureusement, non. Ce qu'on a comme information qui proviennent de nos voisins du Sud, c'est que c'est environ une prévalence de 10 à 20% des vaches en lactation dans un troupeau qui vont présenter des signes cliniques sévères. Par contre, il semble que le virus va passer à travers tout le troupeau. Ça va prendre là 2-3 semaines à traverser le troupeau, mais c'est vraiment un 10 à 20% des animaux qui vont être sévèrement affectés. Bref, comme dans la famille, ça dépend d'un individu à l'autre. C'est pas tout le monde qui tombe malade aussi pire que les autres. Évidemment. Donc, si on détecte les symptômes dans le troupeau, que doit-on faire? La première chose à faire si vous soupçonnez l'influenza aviaire dans votre troupeau, c'est vraiment de contacter votre vétérinaire praticien. C'est lui qui va être en mesure d'évaluer la situation parce que, comme je l'expliquais, les signes cliniques, ils ressemblent vraiment à plusieurs autres maladies. Hein? De la fièvre, une vache qui file pas, ça peut être un paquet de choses, une vache qui mange plus. Donc, c'est lui qui connaît votre troupeau puis il va être en mesure d'écarter les autres causes possibles de ces signes-là. On dit baisse de la production laitière, puis il y a plein d'autres raisons aussi. Ça peut être de la mamite. Le vétérinaire va l'évaluer. Si lui, il soupçonne la grippe aviaire, à ce moment-là, il s'agit de contacter l'Agence d'inspection des aliments et le MAPAC le plus rapidement possible. Puis là, on va être là pour aider le vétérinaire, lui donner des instructions pour qu'il puisse faire un prélèvement de lait, puis envoyer ça au laboratoire pour voir est-ce qu'on parle vraiment d'influenza aviaire hautement pathogène ou pas. OK. Donc, si on détecte l'influenza aviaire, comment qu'on traite les animaux? Ah là 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 là. Ben c'est une grippe d'abord et avant tout. Puis comme les humains, ben il n'y a pas de traitement pour les virus, hein, ou il y en a très peu d'efficace. Donc c'est vraiment pour le traitement, ben c'est de rendre l'animal confortable puis d'attendre que ça passe. Généralement, la vache va récupérer en 4 à 7 jours à peu près. Donc vraiment là, elle va guérir de ça. Fait que le vétérinaire, lui, va viser à contrôler ces symptômes-là de fièvre, de douleur, puis il va donner des traitements de support pour réhydrater l'animal. Au bout de quelques jours, ben, les symptômes vont disparaître, l'animal va guérir, puis il va recommencer à manger, à boire, puis à produire du lait. Donc, traitement de confort. Traitement de confort. OK. Puis, justement, on parle du test. Quelle est la procédure pour le test? Ben, c'est une super bonne question. Fait que le test qui est utilisé pour les vaches qui présentent des signes cliniques, si on veut déterminer si c'est de l'influenza aviaire, ben, c'est un test PCR. Donc, souvent, le monde entend ce test-là. C'est un test qui permet de détecter les antigènes du virus, donc son matériel génétique. On n'est pas en train de détecter les anticorps. Fait que c'est un test qui nous dit vraiment très tôt dans la maladie. Même des fois, on peut le détecter avant que l'animal ait des signes cliniques, en fait, parce qu'il en excrète. Fait que comme je disais tout à l'heure, c'est un virus qui adore les cellules de la glande mammaire. Donc, on en trouve en très grande quantité dans le lait, ce qui fait que le lait, c'est vraiment notre meilleur échantillon pour détecter le virus. Donc, la façon de procéder rapidement, le producteur soupçonne la maladie, contacte son vétérinaire, puis là, ben, le vétérinaire, après en avoir discuté avec l'agence, va pouvoir à ce moment-là obtenir les instructions pour prendre un échantillon de lait là, adéquat de cet animal-là malade, va envoyer ça au laboratoire. Généralement, c'est un test assez rapide. On a des résultats en dedans de 24-48 heures. OK. Bon, c'est que donc si on appelle le vétérinaire rejoint l'agence, donc j'imagine que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est une maladie à déclaration obligatoire et puis elle l'est chez n'importe quelle espèce, incluant les bovins.
Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que la déclaration d'un soupçon, ça n'engendre pas nécessairement des mesures à la ferme immédiatement. Hein. C'est vraiment, là, on attend la confirmation de résultats positifs avant qu'il y ait plein de mesures de contrôle de la maladie qui soient mises en place. Fait qu'il faut que les producteurs soient rassurés puis se sentent en confiance de déclarer des soupçons. Puis, il y a des nombreux avantages aussi à déclarer ces soupçons-là parce que pour nous, comme pays, c'est le moyen le plus efficace qu'on a d'arriver à une détection rapide de la maladie. Évidemment, plus on la détecte rapidement, plus on peut réduire la propagation dans le troupeau et à d'autres troupeaux. OK. Bon, ça met pas mal fin à ma section en rafale. En terminant la première portion d'émission, j'aimerais ça que tu me parles. Là, dans le fond, on n'a pas eu de cas pour le moment au Canada, mais le Canada est-il prêt peut-être parce qu'il y aura probablement éventuellement un cas? C'est sûr que on n'a toujours pas de cas, les doigts croisés, mais on veille au grain. Donc, depuis l'annonce du USDA de cette détection chez les vaches laitières au printemps dernier, mon équipe avec l'agence, on a travaillé sans relâche à élaborer vraiment un plan d'intervention en cas de détection au Canada. On a également mis en place des exigences supplémentaires à l'importation, donc d'animaux américains ou d'animaux canadiens qui reviennent au Canada, puis de la surveillance. Donc, d'abord, on a fait de la surveillance au détail sur le lait sur les tablettes, et puis on a fait ça au début de l'été. Donc, c'était toujours négatif, ce qui était des bonnes nouvelles. Et puis, depuis quelques mois, là, maintenant, on fait de la surveillance sur le lait cru qui est récolté dans le camion à l'usine de transformation. Ce qui nous permet, évidemment, dans un camion, il y a plusieurs fermes, fait que ça nous permet d'avoir un éventail beaucoup plus large de ce qui se passe sur le territoire canadien. Puis jusqu'à présent, on a près de 2000 échantillons qui ont été testés, puis ont tous été trouvés négatifs. Fait que ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Puis notre objectif là-dedans, c'est évidemment d'avoir une détection précoce de la maladie, comme je disais tantôt, parce que on veut la stopper le plus rapidement possible, puis on veut limiter l'impact sur la santé animale, sur la santé humaine aussi, hein, parce que c'est une zoonose. Et financière, évidemment, pour nos producteurs, productrices de lait du Canada. Donc, je constate qu'on est prêt. On est bien content, par exemple, qu'on n'en ait pas pour le moment, mais on est prêt au cas où. Docteur Toupin, c'est très bien, comme première portion d'émission, là, on va faire une petite pause pour le message de notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, et on revient tout de suite après. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. Nous sommes de retour à Entre deux traites avec notre invité, Dr Geneviève Toupin, gestionnaire nationale des programmes sur les ruminants et porcs à la direction de la santé des animaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Dr Toupin, comment le virus de l'IAHP se propage? On parlait d'animaux migrateurs tout à l'heure. Voilà, ça, c'est la question à 100 piastres, comme on dit. Ouais. On va commencer par le commencement. Donc, je vous l'ai dit tantôt, le virus de l'influenza, c'est un virus qui change constamment. Hein, on parle de mutation, de réassortiment. Puis la souche H5N1 qui circule et qui est connue, elle circule depuis 3 ans dans nos oiseaux migrateurs d'Amérique du Nord. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que c'est cette souche-là qui a été introduite par un oiseau sauvage dans un premier troupeau laitier au Texas au cours de l'hiver 2024. C'est ensuite qu'il y a eu la propagation de vache à vache et entre les troupeaux. Puis cette transmission-là est vraiment multifactorielle. Jusqu'à présent, les enquêtes épidémiologiques qui sont menées aux États-Unis ont démontré que le mouvement des animaux, c'est la cause principale de transmission de la maladie, même si les vaches apparaissaient saines et non malades au départ. Parce que, évidemment,
Hein, on le sait, il y a une période d'incubation pour tout virus où est-ce qu'on ne démontre pas de signe clinique, mais qu'on le trimballe avec nous quand même dans nos bagages. Donc, c'est ce qui est arrivé. Étant donné aussi que le virus est en très grande concentration dans le lait, ben le lait contaminé d'une vache malade ou en incubation demeure la source principale de virus. Et donc, toute pièce d'équipement, incluant entre autres celui de traite, les vêtements, les bottes, les mains, tout ce qui est entré en contact avec le lait contaminé, ben, peut propager le virus. Ce qui fait que on a nos animaux qui bougent, on a potentiellement les moyens de transport qui transportent ces animaux-là, qui peuvent être une source d'infection, et on a une voie de propagation qui a été bien identifiée également, c'est le partage de travailleurs et d'équipements entre les fermes. Puis ça, c'est un lien prouvé. C'est même la cause principale de transmission du fameux H5N1 B3.13 des vaches de retour dans des fermes de volailles. Parce que ça s'est vu aux États-Unis. On a les volailles, les troupeaux de volailles qui l'attrapent des oiseaux, mais là, on sait que les troupeaux de vaches ont aussi été en mesure d'infecter des troupeaux de volailles. Et il y avait toujours un lien entre des travailleurs communs ou de l'équipement commun entre ces fermes-là. Donc, c'est vraiment principalement là l'effet là, de vecteur passif là, qui transporte le véhicule, le virus avec lui, d'où l'importance de la biosécurité, du nettoyage et des désinfection de ces pièces d'équipement-là, etc. OK. Donc, à la base, on parlait d'animaux tout à l'heure qui mangent un volatile infecté par le virus. Mais là, une vache, on le sait très bien que ça mange pas d'oiseaux. Mais en fait, est-ce que c'est par les fientes de ces oiseaux ou autres que ça peut justement tomber de oiseaux à vache? Ben tout à fait. C'est une piste d'hypothèse. Les autres, ben en fait, une des recommandations majeures qu'on fait, c'est de vraiment que le producteur s'assure que les oiseaux sauvages n'ont pas accès aux sources d'aliments et d'eau de ces animaux. Ce qu'on suspecte aux États-Unis, c'est que il y aurait des oiseaux, parce que dans le cas du Texas, c'est pas une espèce d'oiseau aquatique comme les canards ou les oies. C'était vraiment une autre source d'oiseaux plus petit. Là, le nom m'échappe, mais qui il est possible qu'un oiseau soit allé se nourrir sur la pile de nourriture et soit décédé là. Donc, évidemment, c'est des gros troupeaux, il y a de la machinerie qui manipule les aliments là-bas. Oui. Et c'est pas impossible que des carcasses aient passé dans le mélangeur et que ça soit comme ça que les vaches se soient contaminées. Mais effectivement, les fientes, on les trimballe avec nos bottes, avec nos vêtements, avec les roues des véhicules. Et c'est une autre façon de l'introduire dans nos bâtiments de ferme. D'où l'importance d'une bonne biosécurité. Mais les vecteurs sur une ferme sont tellement énormes, ça doit être quand même vraiment difficile de voir à tout. C'est très important pour les producteurs, j'en conviens. Donc, on est content encore une fois qu'on n'en ait pas au Canada pour le moment. Oui, en effet. OK. Donc, est-ce que, dans le fond, le virus n'est pas forcément sur les oiseaux migrateurs, il peut aussi être sur des animaux aussi conventionnels sur nos fermes que des pigeons? Oui, c'est possible. Il y a certaines espèces qui vont être plus susceptibles que d'autres. Puis, comme vous le disiez tout à l'heure, ben évidemment, c'est pas tant que le virus est sur les plumes de l'oiseau, mais c'est vraiment par les fientes qui vont, parce qu'il est dans son système digestif, son système respiratoire. Fait que c'est de cette façon-là qu'il va répartir du virus un peu partout. Mais oui, il faut pas juste se méfier des oiseaux migrateurs. Comme je disais, le nom m'échappe de l'espèce d'oiseau qui était responsable de l'introduction là, dans le troupeau du Texas, mais c'était pas du pigeon. Puis, mais je sais que les pigeons sont fréquents dans nos bâtiments de ferme au Québec, au Canada. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer le plus possible de limiter, même si c'est pas toujours facile. Donc,
ça serait probablement profitable pour les producteurs agricoles qui ont présence d'oiseaux dans leurs étables de se prémunir d'installations pour empêcher les oiseaux d'entrer. Effectivement, c'est toujours préférable, là. D'autant plus que il n'y a pas juste l'influenza aviaire que ces espèces d'oiseaux-là peuvent trimballer avec eux. Donc, ça peut une mesure de ce genre-là en termes de biosécurité puis de contrôle de la vermine, entre guillemets, là, ça a des répercussions beaucoup plus larges que juste l'influenza aviaire. Ouais, j'ai déjà entendu le terme rat volant pour parler de pigeons. Pour la transmission de bovin à bovin, mettons, pour limiter les dégâts, là, qu'est-ce que vous recommandez? Les précautions recommandées, je pense que les producteurs en appliquent probablement déjà plusieurs. Le producteur laitier avec Proaction, puis les producteurs laitiers du Canada, ils ont des règles de biosécurité à respecter aussi. Idéalement, c'est d'avoir un troupeau fermé, mais vraiment un troupeau fermé. Quand on parle de troupeau fermé, on dit il n'y a pas d'entrée de bovins dans le troupeau. Puis s'il y a des bovins qui quittent, ils reviennent pas dans le troupeau. Ça, mais c'est ce qui va réduire le risque de maladie dans la ferme. C'est la façon la plus importante pour baisser pour baisser le risque de maladie. Évidemment, c'est pas toujours faisable. Fait que l'étape suivante, c'est vraiment là même si la vache que vous allez acheter provient de personnes qui vous semblent fiables, comme je disais, elle pourrait être en incubation pour transporter le virus de l'IAHP ou d'autres microbes désagréables sans montrer de signes. D'où la raison pour laquelle une des pratiques exemplaires qu'on recommande le plus en termes de biosécurité, c'est d'isoler tout animal qui entre ou revient dans le troupeau. Donc, une période de quarantaine. Une période de quarantaine, oui, exactement, d'auto-quarantaine que le producteur fait. Et puis, là, ça, c'est une chose, mais ensuite, il faut s'assurer aussi que l'équipement qu'on utilise pour soigner cet animal-là puis le reste du troupeau, soit que c'est pas le même, fait qu'on a de l'équipement dédié pour les animaux nouvellement introduits, un peu comme on aurait pour nos animaux malades dans nos enclos de hôpitaux. Oui. Ou sinon, on essaie de les traiter en dernier, après avoir pris soin du troupeau résident. Puis là, si c'est le même équipement, au moins on nettoie et on le désinfecte avant qu'on le réutilise avec nos vaches qui, elles, on le sait qui sont saines et qui sont sous le troupeau. OK. Puis, comme période de quarantaine, admettons que le virus est latent chez un animal qui entre dans un troupeau. Bon, le producteur agricole n'avait pas le choix, donc, a acheté un animal. Et puis, il rentre dans son troupeau, on fait une période de quarantaine. Combien de temps? Pour l'influenza aviaire hautement pathogène, on parle d'environ 2 semaines à 3 semaines. Ça, c'est la période d'incubation, là, généralement, là, qu'on voit, là, avec les données qui viennent de nos voisins américains. Il est possible de faire tester les vaches avant de les introduire dans le troupeau parce que, on a des tests, comme je disais, pour le lait. Et puis ça, le producteur pourrait décider de demander à ce que une vache d'un voisin soit testée avant qu'elle quitte le troupeau puis qu'elle s'introduise chez lui. C'est également une des mesures qu'on a ajoutées pour l'importation des bovins américains, c'est que toutes les vaches en lactation doivent être testées avant d'être importées au Canada. Puis j'ose espérer que c'est ce qui fait qu'on est encore exempt ici là de la maladie puis qu'elle n'a pas encore été introduite. Fait que ça, c'est une façon, avant même d'introduire l'animal, qui peut aider. Puis ça, si le producteur veut le faire, il n'a même pas à le déclarer à l'agence. Là. C'est des animaux qui sont sains, qui sont pas malades. On les teste, le vétérinaire prend le lait, envoie ça au laboratoire, puis c'est simple, c'est rapide, puis ça donne une bonne idée de si le virus circule. Puis ensuite, c'est quand même recommandé de faire une isolation juste pour être certain. OK. Vous parliez de Proaction tout à l'heure.
Je suis content que vous le souligniez justement parce que c'est quelque chose qui justement assure la santé et le bien-être de nos animaux sur nos fermes. Donc, avec Proaction, ben, il y a toujours des protocoles de désinfection quand on accueille des visiteurs à la ferme. Donc, ça, on est, mettons, les producteurs laitiers qui nous écoutent présentement sont déjà au courant et au fait de tout ça. Mais à part de la quarantaine, à part de la désinfection des équipements, mettons, qui pourraient aller d'un producteur à l'autre, à part des bottes qu'on exige de la désinfection lors de nouveaux visiteurs sur la ferme, y a-t-il autre chose? C'est vraiment les pratiques, c'est vraiment les grandes lignes de la biosécurité, c'est-à-dire on isole nos animaux, on limite les visiteurs, puis les visiteurs ont été démontrés comme une source de propagation importante aussi aux États-Unis. C'est quasiment la deuxième ou troisième source après le mouvement des animaux eux-mêmes. Fait que c'est pas négligeable. Et puis, en fait, c'est les visiteurs qui viennent, ben, qui aient de l'équipement dédié, qui est pas allé sur une autre ferme avant. C'est vraiment aussi de limiter l'accès aux animaux. Est-ce que c'est absolument nécessaire que ce visiteur-là entre dans les bâtiments où sont les animaux ou s'il pourrait juste rester autour? Si c'est absolument nécessaire, à ce moment-là, comme je disais, on fait un changement de nettoyage de bottes avant d'entrer dans la zone où les animaux sont. Puis c'est aussi de vérifier est-ce qu'il a visité d'autres fermes avant, etc. Fait que ça, c'est important. En termes de mesures alternatives, je pense que c'est vraiment les champs les plus importants. Donc, le transport, l'introduction d'animaux, le transport, les visiteurs, puis on parle de visiteurs, on parle aussi là, de n'importe qui vient offrir un service à la ferme, là, celui qui s'occupe de parer les pieds, le vétérinaire, etc. Là, pas juste l'électricien ou. Ah ben c'est ça. En fait, c'est ma prochaine question. En fait, c'est surtout pour sensibiliser. En tout cas, j'espère que il y a des intervenants ou parce qu'on a de nombreux intervenants sur nos fermes pour telle raison. J'espère que ceux-ci vont écouter notre podcast, mais qui comprennent aussi l'importance de se signaler lors de leur arrivée à la ferme, parce que bon, sur nos laiteries, c'est clairement affiché. Il y a une pancarte avec la personne ressource en cas de visite à contacter. Donc, la personne qui arrive comme ça ne doit pas entrer dans le bâtiment sans permission. C'est excellent. C'est une excellente façon de faire, d'exiger qu'il y ait un responsable de la ferme qui soit présent pour les visites. Ben oui, c'est ça. Puis en fait, c'est la santé de notre troupeau qu'on veut simplement protéger. Donc, je pense que la biosécurité, c'est comme une police d'assurance, en fait. Exactement. C'est une façon de se protéger puis de limiter les dégâts. Revenons au virus. On disait tout à l'heure que le virus peut être présent dans l'animal sans pour autant afficher de symptômes. Admettons qu'on a un animal comme ça qui a un virus latent, est-ce qu'il est virulent? Virulent dans le sens qu'est-ce qui excrète du virus puis qui est contagieux pour les autres? Ben, mettons, je vais vous mettre en situation. Admettons qu'on fait un test sur un animal qui n'a pas de symptômes, mais que le test révèle que l'animal est porteur du virus. Est-ce qu'on pourrait réagir hâtivement pour limiter les dégâts sur le troupeau? Alors ça, c'est une très bonne question. Puis, il y a des avis partagés sur la question par rapport à ce qu'on a vu comme information lors des enquêtes épidémiologiques des troupeaux américains. Ce que j'ai entendu de la communauté vétérinaire américaine, et puis là, ben, c'est vraiment la vétérinaire qui parle plus que la gestionnaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais c'est le virus, il va passer à travers le troupeau, peu importe. Donc, oui, c'est important de limiter quand on ne sait pas si l'animal est positif. Par contre, du moment où on apprend que l'animal est positif, même s'il n'y a pas de signe clinique,
les chances qu'on arrive à empêcher le virus de passer à travers le troupeau sont quand même pas très grandes. Par contre, ce que ça fait de le savoir tôt, c'est que ça permet aux producteurs de se préparer à l'impact que ça va avoir. Parce que oui, je parlais de 20% d'animaux en 10 à 20 qui sont sévèrement affectés. Mais tous ces soins-là, là, quand on a un gros troupeau, puis mettons, on regarde au Québec, au Canada, les troupeaux sont vraiment plus petits qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, quand on parle d'un troupeau de 2000 têtes, puis que c'est 20%, c'est 400 animaux. Ah, ça fait beaucoup de monde. C'est 400 animaux malades qui ont besoin de fluidothérapie, qui ont besoin de recevoir des anti-inflammatoires, qui ont besoin d'être suivis par un vétérinaire. Ça fait du monde à la messe, ça fait qu'on ne sait plus où les mettre pour les isoler. Fait que les producteurs se sont retrouvés, comment dirais-je, j'ai juste le mot en anglais overwhelmed là, qui me vient en tête, là, mais tu sais, comme surpris puis débordés, dépassés par la charge de travail. Fait que le fait de l'apprendre très tôt, ben ça peut peut-être étaler dans le temps les animaux malades, mais ce qui permet qu'on est capable de mieux les gérer parce qu'on en a moins tout en même temps. Donc c'est un des avantages que je verrais à les isoler et à le savoir rapidement. C'est s'outiller le plus rapidement possible pour faire face à la crise. Oui, effectivement. OK. Donc, on disait que le lait, bon, le virus aime le lait. Les animaux, les vaches laitières, faut les traire, évidemment. Mais aussi, on donne le lait à des veaux. Donc, si on donne le lait aux veaux, forcément, on va les contaminer. Est-ce qu'il y a moyen, justement, de leur servir le lait d'une vache infectée sans contaminer le veau? Une autre excellente question. Ben, les recommandations, c'est effectivement de utiliser une méthode qui va inactiver le virus avant que le lait soit donné aux veaux ou aux chats de la ferme. Parce qu'on n'a pas parlé des chats, mais les fermes américaines, il y a des fermes où c'est 80% des chats de ferme qui sont décédés là, en moins de 24 heures. Là. Fait qu'il est extrêmement virulent, ce virus-là, chez les chats. Donc, ça aussi, faut en tenir compte. Et puis, donc oui, chauffer le lait. On sait que la pasteurisation, le processus commercial est efficace. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis ainsi qu'au Canada par l'agence en collaboration avec Santé Canada. Donc, la pasteurisation est efficace. Donc, chauffer le lait fonctionne. Et puis là, ben, j'ai pas les données exactes, là, mais de mémoire, c'est autour de 72 degrés Celsius pour un 30 secondes, je crois, ou un 60 secondes, mais bon, si on le fait chauffer à un niveau comme ça pendant 1 minute ou 2, le virus est inactivé et il n'y a pas de danger. OK. Ouais, donc c'est vraiment ça. Faut être rassuré. Le lait, une fois pasteurisé, est totalement sécuritaire. Donc, le lait sur nos tablettes, ben, on n'a pas à s'inquiéter. Il est sécuritaire pour la consommation. OK. Donc, c'est un virus, c'est pas une infection. Donc, pas d'antibiotiques pour traiter ça, seulement du traitement de confort. Donc, le lait reste propre à la consommation au niveau antibiotique parce qu'il n'y en a pas. Exact. Donc, on pasteurise le lait. C'est bon, ça vaut aussi pour l'alimentation humaine. Là. Le lait pasteurisé est aussi consommable pour les humains. Oui, exactement, sans aucun doute. Et puis, de toute façon, c'est qu'on parlait de proaction, puis je vais en reparler encore, mais la façon dont les programmes des producteurs de lait du Canada sont faits, c'est qu'un producteur de la minute qui voit que le lait semble anormal, parce que je parlais d'une baisse drastique de production laitière tout à l'heure, mais j'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi la consistance du lait qui va ressembler plus à du colostrum. Donc, le lait semble très épais, jaunâtre. Donc, ce lait-là, il va avoir l'air anormal. Donc, le producteur, d'emblée, par ses processus réguliers qu'il fait à tous les jours, il va vérifier, puis il va rediriger ce lait-là, puis il n'ira pas dans le réservoir, le lait. Donc, le lait déjà d'emblée qui se retrouve dans le réservoir a une apparence normale, devrait provenir en théorie d'animaux sains. C'est possible qu'il y ait quand même du virus qui s'y retrouve parce qu'il peut y avoir certaines vaches qui vont en excréter un peu dans leur lait tôt dans l'incubation de la maladie, même s'ils n'ont pas de signes cliniques. Mais effectivement,
ce lait-là va pouvoir continuer d'être transporté à l'usine de transformation, même si la maladie est présente sur la ferme, et il va être pasteurisé. Et une fois pasteurisé, totalement sécuritaire pour consommation humaine, aucun danger à ce niveau-là. Donc, je suis content qu'on ait éclairci ce point-là pour rassurer les gens qu'il n'y a pas de risque justement pour la santé humaine. En terminant, Dr Toupin, à quoi on doit s'attendre pour la suite là, dans les prochains mois? Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter que le virus puisse monter au Canada? Faut pas baisser la garde, c'est certain. De notre côté, on continue à travailler de façon étroite avec les provinces puis l'industrie on veut raffiner notre plan de surveillance pan-canadien pour justement arriver à une détection précoce. On compte sur les producteurs, les vétérinaires qui déclarent un soupçon parce qu'ils sont nos yeux sur le terrain. Donc, c'est grâce à vous qu'on va arriver à détecter la maladie rapidement si elle est ici. Puis, comme je disais, ça engendre juste un test pour commencer. Puis, si jamais ça revenait positif, oui, il y aurait des restrictions de déplacement, mais il y a quand même certains déplacements qui vont toujours être possibles. Comme je disais, le lait normal, il va pouvoir être ramassé, il va pouvoir aller à l'usine de transformation. Vos animaux vont guérir, ils vont pas être éliminés. Et puis, ils vont revenir à un certain niveau de production laitière. Ça, on n'est pas encore certain si ça va être pareil comme avant, mais il y a quand même un niveau de production qui va revenir normal. Donc, gardons tous l'œil ouvert, soyons vigilants et prudents, même si ça demande des efforts supplémentaires puis que tout le monde est à bout. Mais en se serrant les coudes, on va y arriver. Puis l'objectif, c'est de le garder à l'extérieur de du pays, du Canada. C'est très bien. Dr Toupin, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je suis sûr que nos auditeurs sont maintenant sur le phénomène de la grippe aviaire, maintenant plus informés et rassurés aussi pour la suite. Si on venait à avoir face, au moins, les gens vont être plus informés et puis probablement plus proactifs. Donc, merci beaucoup, Dr Toupin. Merci à vous de m'avoir invité. Bonne journée. Pareillement. Salut. J'espère que cette discussion avec Dr Toupin vous a permis d'être mieux informé sur la grippe aviaire et les risques reliés à celle-ci. Si c'est le cas, tant mieux. Comme dit le vieil adage, une personne avertie en vaut 10. C'est tout pour cet épisode d'Entre-deux traites. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Merci à notre équipe de production, Carl Bélanger et Bruce Sargent. Remerciements également à notre invité, encore une fois, à Dr Geneviève Toupin. Si vous avez des commentaires, venez nous voir sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky. Vous trouverez le lien pour l'émission aussi dans ma bio sur ma page Instagram qui s'appelle Ferme Lisière Bio. On se retrouve bientôt pour un autre épisode d'Entre-deux traites. Salut!